Ouais. De toute façon, c'est toujours ce qui est paradoxal avec le porno, c'est que tu vois, personne ne regarde, mais il y a des milliards de vues sur Internet, il y a plein d'abonnés, t'as des millions de gens qui en consomment tous les jours, mais personne ne regarde officiellement. Hello, c'est Manon. Pour ce 24e épisode, j'ai rencontré Jade et Mina du compte Instagram N'importe Q. Jade et Mina, ce sont des cinéphiles de l'extrême, comme elles disent. Elles partagent sur leur compte Instagram des extraits, des affiches et joues de coquines vintage. N'importe Q, c'est aussi un podcast qui décortique la culture porn, le vintage comme le plus récent. J'ai vraiment adoré discuter avec elles de leurs projets et réflexions derrière ce compte et ce podcast, aussi drôle que sérieux, qui va vous faire découvrir ou redécouvrir le porno autrement, j'en suis sûre. On s'est même un peu éparpillé et on a pas mal parlé du Japon et des paradoxes infinis de la culture japonaise par rapport à la sexualité. Étant franco-japonaise, c'est un sujet qui m'intéresse doublement et c'était aussi pour annoncer leurs prochains épisodes de podcast, dont l'un des derniers qui est sur l'Aigao et qui vient de sortir cette semaine. Je vous laisse découvrir par vous-même dans cet épisode ou dans le leur de quoi il en ressort. Je vous partage même le générique de leur podcast pour vous donner envie. À vous de voir par quoi vous commencerez. Bonne écoute. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de 3, j'ai jamais essayé. Si mon chat saute à un moment, je t'autorise à faire un instant pour le Pas montage. de problème. Parce qu'elle va remonter, tu vas m'entendre. Non, mais je pourrais laisser, ça se trouve, ça sera intéressant. Bon, allez. Alors, merci Mina et Jade de m'accueillir ici déjà et puis d'avoir accepté cette invitation. Du coup, je vous laisse peut-être vous présenter avant le compte N'importe Q. Qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes et qu'est-ce que c'est N'importe Q? T'en prie. C'est gentil. Donc, moi, je m'appelle Jade, j'ai 26 ans et dans la vie de tous les jours, je travaille dans la production de dessins animés. J'ai fait des études de communication, de journalisme et de production audiovisuelle avant de lancer le N'importe Q début 2020 avec Mina. Moi, donc, c'est Mina. Donc, dans la vraie vie de tous les jours, je suis assistante de communication dans une institution culturelle. Et avant ça, j'ai fait l'inverse de Jade. J'ai commencé par des études de production en audiovisuel et ensuite en communication, enfin en journalisme et communication. Et nous nous sommes rencontrés toutes les deux lors de nos études de communication. C'est ça, en licence pro de journalisme à Paris. 8. Paris 8, Saint-Denis. Exactement. Du coup, c'est la petite pub, ok. Et ça fait combien de temps que vous vous connaissez Ça fait 5 ans. 5 ans. Ça fait plus de 5 ans, je pense. Oui, je t'ai connue dans ma prime jeunesse. Voilà. J'avais 20 ans, donc il me semble que c'était 2015. Oui, en 2015, c'est ça. Okay. Ça. On a fait un an de formation en journalisme. Exactement. Ensuite, nos chemins se sont séparés pour des raisons on n'avait pas professionnelles. C'est même pas ça. Formation. C'est pas qu'on n'avait pas accroché, c'est juste qu'on avait notre vie chacune de notre côté et on s'est retrouvés 2 ans plus tard. On s'est retrouvés 2 ans plus tard pour aller au cinéma. Non, mais grâce à la rupture avant tout. Oui, grâce à la rupture, on a vécu chacune une rupture de longue relation. On avait eu une relation, moi 4 ans, toi 3-4 ans. 3-4 ans, enfin vraiment à peu près la même chose. Et on s'est séparés de nos petits amis en même temps. En même temps. Okay. Et en même temps, on est revenus un petit peu l'une vers l'autre naturellement. Pas pour parler de ça en plus. Non, mais je me souviens de nos premiers échanges, on était en mode « Bonjour, Mia, comment vas-tu ?» Ça va et qu'est-ce que tu deviens? C'était vraiment ça s'est fait très naturellement. On a commencé à aller beaucoup au cinéma ensemble. Et à boire des coups après. Et on a remarqué qu'on parlait souvent d'un même sujet. On parlait beaucoup de cul. Voilà, beaucoup de cul. Alors déjà de cul en rapport avec le cinéma et le film que vous veniez de voir ou de cul perso ou peut-être personnellement. Cul culture. Non, même pas. Pour moi, on a très vite parlé de porno en fait. Oui. C'est très vite venu sur la table. Je crois qu'on allait souvent au cinéma, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qui s'appelle les ciné-pichés chez nous. C'est qu'on va voir un film et on va boire un coup pour débriefer autour du film. C'est une très belle expression. Ok. Ciné-piché. Voilà. Et ça s'est fait plutôt naturellement, je pense, avec le cinéma. Peut-être que ça avait un rapport avec les films qu'on voyait. Enfin, tu vois, on voit tellement tout et n'importe quoi, que ce soit du cinéma d'auteur, du cinéma d'horreur, du cinéma des comédies, qu'au bout d'un moment, je me dis qu'on a forcément dû voir un film
Et un on peu a érotique, ouais. C'est ça, et on a abrégé sur du porno, on parlait dans notre film, mais je pense que ça a eu un lien très très rapidement avec le cinéma. Ouais, puis en fait, on a dû en parler une fois, et je pense que c'est assez rare, en tout cas de mon côté, de trouver des personnes avec qui t'es super à l'aise de parler de porno, et une personne en face qui sache rebondir et vraiment discuter de choses crues qu'on voit. Et du coup, quand on a découvert qu'on avait toutes les deux un peu sans langue de bois et zéro tabou, on parlait de ce sujet, c'est devenu assez... Et je me souviens qu'on y allait, on y allait beaucoup en tâtonnant au début, mais moi je n'osais pas forcément trop en parler. J'étais en mode, ah mais ça me rappelle une vidéo que j'ai vue sur Pornhub, et à chaque fois tu disais, oh, mais moi j'adore ça aussi. Et on était en mode, voilà, ça s'est débloqué petit à petit. On a commencé à parler un petit peu de ce qu'on avait vu, sans forcément être, je pense, d'énormes consommatrices non plus, mais on s'intéressait à la chose et on était curieuses, on avait envie de savoir, et je pense que ça nous a fait du bien aussi d'en parler l'une et l'autre et de partager nos trouver expériences. Quelqu'un avec qui on pouvait parler d'un sujet où c'est hyper rare. Moi, c'est difficile d'en parler aux gens. Ouais, parce que sexualité, c'est ça. Un peu plus. Outre parler d'expériences sexuelles ou de ce que t'aimes ou de ce que t'aimes pas, là, c'est parler du fait que t'as vu un porno ou même ne serait-ce que des extraits ou de ce ou quelle catégorie t'es allé chercher ou pas. Mais c'est ça, et d'aller dans ce genre de détails, en fait, c'est vrai que là, moi non plus, j'ai pas non plus 15 000 personnes avec qui en parler. Et du coup, au début, vous y allez quand même à tâtons. Donc, ça a pris combien de temps avant que vous soyez complètement désinhibés à se dire c'est bon, après une aucun bouteille de rouge. Après une bouteille, voilà, la bouteille de rouge aide beaucoup, Exactement. on va pas vous le cacher. Mais je pense que ça s'est débloqué plutôt rapidement. Franchement, après plusieurs mois, c'est au début de l'amitié, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Et je pense qu'au début, on a tâtonné, même parler de nous, ça s'est fait petit à petit, comme une amitié normale. Et que le porno est venu assez rapidement sur la table et qu'on s'est débloqué, je pense, franchement, au bout de quelques mois, quoi. Au bout de quelques mois, on est allé franco et on se disait ce qu'on avait vu. On se regardait un petit peu gêné quand on parlait de porno, puis d'un seul coup, on disait « Mais tu connais le tag le tag slime, ah mais oui. Et en fait à partir de là c'est bon. Alors le tag quoi du coup? Bon, j'ai dit slime au hasard. Vas-y, slime, j'ai pas. Slime, c'est une sorte de substance assez, j'arrive même pas à définir en fait. Un peu visqueuse, gluante. Et d'ailleurs, il y a un moment, c'était un jouet pour les enfants, tu pouvais en avoir en boîte. Ça ressemble un peu à la pâte à Prout, là. Voilà, exactement. En plus liquide. Voilà, c'est ça. Et du coup, t'as des vidéos où t'as des piscines de slime et où les gens font l'amour dedans ou juste mais si, les trucs à paillettes, mais j'ai vu un moment sur Insta des enfants qui jouaient avec ça en mode non mais c'était en mode jouet pour enfants quoi, c'était il y a vraiment des petites boîtes jouets pour enfants et il y a un moment c'était comme le head spinner. Oui. Le slime était à la mode, sauf que bon, ça a dérivé. Sauf que ça dérive encore. J'ai cru que t'allais m'apprendre quelque chose sur le hand spinner que je connaissais pas par rapport au porno. J'ai jamais tapé hand spinner sur. Je le ferai après. Sur Pornhub, mais ça me rend curieuse. Non, mais c'est ça. Et après, on s'est rendu compte, en fait, on a commencé à de plus en plus se débloquer par rapport à ça et à en parler un peu de pornographie avec nos entourages, avec nos potes, les gens qu'on fréquentait, même des collègues pour ma part. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on était plutôt à l'aise pour pouvoir parler de pornographie, essayer de débloquer un peu les gens sans les gêner et en abordant la chose de manière très naturelle. Et c'est comme ça qu'est venu un petit peu le n'importe qui. On s'est dit, écoute, ça a l'air de plutôt bien marcher, on aime bien avoir des avis divers et variés, on aime bien en parler même entre nous, il y a quelque chose à faire derrière tout ça. Pourquoi est-ce qu'on lancerait pas un média à la base? C'était juste un média de n'importe qui. On pensait ouvrir un site à la base, avec des articles qui mélangeaient et pornographie et sexualité. Et ça a cogité quand même pendant plusieurs années. Ouais, pendant au moins 2 ans. On en parle. Et sauf qu'après, ça nous semblait compliqué, notamment avec nos boulots respectifs. Ça nous semblait assez compliqué de monter un site internet, de s'en occuper, d'écrire, éventuellement d'engager des journalistes pour écrire aussi, ou des amis qui voulaient écrire. Donc, ça cogitait en fond, mais ça n'a jamais vraiment abouti, le format... Enfin, c'était pas concluant. Le format blog ou site internet très écrit finalement, très documenté, même si bien sûr ce que vous faites là aussi est documenté, mais c'est pas la même dynamique. Ça se noirait aussi, il y a un autre aspect qui est que aujourd'hui on est en 2020, des blogs, des sites internet, il y en a des milliers, et que on s'était dit, au fait, on s'est rendu compte même en parlant de plus en plus avec le temps que on se noierait dans la masse. Que déjà, en termes de site internet et de blog, t'as le tag parfait, qui est, certes, c'est pas exactement la même chose que ce qu'on fait. Le tag parfait, c'est vraiment une actualité du porno, c'est vraiment un média qui a vocation vraiment sexuelle plutôt que culturelle.
Et voilà, c'était pas exactement ce qu'on faisait, mais tu vois, il y avait déjà des choses, il y avait déjà des gens qui avaient des blogs sur la sexualité, il y avait le Tag Parfait, il y a des médias qui parlent de sexualité aussi très ouvertement, un petit peu plus mainstream, je pense par exemple à Mademoiselle, tout simplement. Oui. Mais voilà, on s'est dit, on va très rapidement se noyer dans la masse, ça va être très compliqué en fait de sortir du lot, quand bien même on a un sujet qui a jamais été exploité, que ce soit en blog ou en podcast ou tout ce que tu veux, mais on va très très vite se noyer dans la masse avec un simple site internet qu'on aurait du mal à tenir avec nos boulots respectifs et nos vies personnelles à côté. Ok, donc du coup, l'idée du podcast est très vite venue, mais vous avez commencé par le compte Insta. Ou alors c'était déjà, vous saviez que vous alliez faire le podcast ou comment, enfin, est-ce qu'il y a stratégie communication, comment ça s'est passé? Comme vous êtes toutes les deux dans la com, finalement, je me dis qu'il y a quand même une stratégie derrière. Il y a une stratégie derrière. Ça a mis du temps, hein. C'est pas sorti du jour au lendemain. C'est pas sorti derrière les fragos. Le confinement a été d'une grande aide. J'imagine. Ça a été un temps précieux pour nous, vraiment lancer tout ça comme on le souhaitait. En fait, on avait du coup défini de faire un podcast quelques mois avant le confinement. Ouais, c'est ça, on s'était dit on va se lancer dedans. Voilà, ça nous semblait être un format où on serait plus à l'aise aussi pour discuter du sujet, plus libre dans notre manière de parler, puis on voulait faire quelque chose d'un peu fun aussi. Voilà, peut-être avec nos personnalités qui ressortent, tu vois, on s'était dit, bon, écoute, c'est nos personnalités qui faisaient que les gens se débloquaient un peu, pourquoi pas tenter le podcast. Et par la suite, j'ai parlé avec un pote à moi qui travaille dans une société de production sonore, enfin de son. Et Nicolas, si tu passes par là, je te fais un bisou. Et qui nous a dit, ah bah c'est bien, ma boîte, elle cherche à lancer des podcasts. Donc moi, je lui dis, bah écoute, ça tombe bien, moi j'ai un podcast, est-ce que ça t'intéresse? Donc ça s'est très rapidement débloqué, on est parti avec Nico pour développer le podcast et se faire produire vraiment par un nouveau label qui est encore en développement en ce moment. Et qui s'appelle du coup? Qui s'appelle Biscuit Audio Stories. C'est ça. Et tout ça, c'est arrivé début 2020. Voilà, vraiment début 2020. Donc, on avait prévu de se lancer, de rencontrer la grande productrice de ce nouveau label en mars, soit la première semaine du confinement. Bien sûr. Donc, notre premier rendez-vous, c'était un verre en terrasse le 15 ou 16 mars. Donc, vraiment, la date où le lendemain, le jour même ou le lendemain du confinement. Donc, bon, c'était un peu compliqué. Voilà, donc on a un peu... qui disait confinement disait qu'on ne pouvait pas aller en studio, on ne pouvait pas enregistrer, c'était compliqué de développer. Même Biscuit, le label de Biscuit avait dû fermer les studios aussi, voilà, ils avaient dû mettre en stand-by toute leur production en cours. C'était tout remettre en cause, personne ne savait à l'époque, je me souviens que c'était un peu la panique professionnellement et même personnellement pour certaines personnes, qui était qu'est-ce qu'on fait, comment vont évoluer les choses, quand est-ce qu'on va sortir de ça, parce qu'on n'avait pas de date de sortie à l'époque, on ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps, on pensait pas que ça allait être un aussi gros chamboulement dans les vies de tout le monde. Donc voilà, ça a un petit peu freiné en fait le podcast qui aurait pu être lancé plus tôt, mais nous on a pris ça comme ça a été vraiment un temps hyper précieux et une belle opportunité parce que on a quand même fait les réunions avec la prod qui nous ont permis d'avoir un peu des deadlines pour définir quand est-ce qu'on allait sortir les premières émissions, quand est-ce qu'on allait enregistrer. Et en attendant, on s'est dit c'est l'occasion pour nous d'amasser du contenu et de lancer notre compte Instagram parce que en lançant le podcast, en tout cas en y réfléchissant, on s'était dit que ce serait pas mal pour communiquer dessus d'avoir Instagram parce qu'aujourd'hui c'est un peu un média hyper important, notamment dans la sexualité, il y a beaucoup. C'est à double tranchant, mais justement c'est une question après que j'avais. C'est parfait. Et on s'est dit ça et on s'est dit l'Instagram ça nous paraît être une bonne opportunité, ça nous permettra en fait, on avait un peu cette deadline on commence à enregistrer pendant l'été pour la rentrée, pour une diffusion à la rentrée. Donc à partir de là, on était en mars-avril et on s'est dit ok, donc ça veut dire qu'on a 4 mois de trou entre la période où on enregistre, on va lancer un média et là maintenant tout de suite où on a le temps d'essayer de déjà s'immiscer un peu dans le milieu de la sexualité sur Instagram, on a le temps d'essayer de développer une image de marque, on a le temps d'essayer de fidéliser un public qui pourrait être intéressé. Faire partager notre contenu et un peu notre ton. Oui. Parce que notre compte Instagram, au final, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc en 3 posts, vous avez un film vintage porno, l'affiche, un extrait et une citation. Et donc, c'est vraiment des films vintage. On a essayé de trouver, donc pendant ces mois, on a fait une sélection. Jade, je sais plus combien de films en tout il y avait pour jusque décembre. Jusque décembre, je sais pas combien de films on est. Je pense qu'on est à une soixantaine. Ouais. Je pense qu'on a une regardé pendant mars, avril, mai.
Pendant 3 mois, on a regardé plus de 60 films. Ah, le marathon, quoi. Non, mais... Donc, au fur et à mesure, après, on regarde, on zappe quand même, on regarde pas Bien tout sûr, en entier. Oui, ouais, voilà. ouais. Puis, bon, il y a des scènes de sexe. On va pas mettre ça sur Instagram. Donc, Voilà. on a Bien des grosses sûr. parties. Mais c'est ça qui est assez durent intéressant longtemps. aussi dans cette sélection que vous faites, c'est qu'on découvre que la pornographie, les pas films que du pornographie, c'est pas non plus que du cul, justement. Et Surtout à l'époque. voilà, dans les c'est années ça. 70-80. Mais ma question, c'était par exemple, est-ce que vous allez... Parce qu'au début, moi, je pensais que n'importe qui c'était surtout la pornographie vintage, rétro, et vous allez vous concentrer exclusivement sur ça, mais peut-être pas, en fait. Et non, double cible. Voilà. Eh oui. Stratégie de communication. C'est ça. Et non, parce qu'en fait, on s'est posé la question de cet Instagram, on s'est dit, ok, on a 4 mois à gagner pour essayer de fidéliser une audience, pour essayer de développer un contenu. Qu'est-ce qu'on fait ? Instagram, c'est un média qui est assez paradoxal, dans le sens où c'est un média où il y a beaucoup de contenu sexuel qui se développe, mais tu n'as pas le droit de trop en montrer. Et je trouve ça très con quand je vois qu'il y a des comptes qui se font strike ou bannir totalement. Parce que frigidité alors qu'à de côté, Facebook, Instagram... bah, c'est pas ça. Et Non, à côté, faut montrer une sorte de nudité mainstream, voilà. de contre, corps mainstream. Pornhub, tu vois des tétons sans souci à travers le tissu, et comme ça a des millions et des millions de followers, tu vas pas le strike, quoi. Tu vois, c'est un peu paradoxal. Donc nous, en fait, on a un petit peu joué sur cet aspect-là en se disant, ok, on a envie de présenter un peu la culture pornographique de manière générale et ce qui a lancé cette culture pornographique, parce que avant, aujourd'hui, par exemple, les camgirls, il y avait Internet. Avant Internet, il y avait les DVD. Avant les DVD, il y avait le cinéma. Donc, on s'est dit, ok, essayons de prendre la pornographie à son tout début. Donc, quand on parle de pornographie vintage, on va parler des années 60, 70 et un petit peu début 80. Ça commence vraiment dans les années 60. Ouais, en gros, la pornographie telle qu'on l'imagine aujourd'hui, Ouais, avec un contenu visuel animé. Donc, cinéma, on revient pas au catalogue non plus ou au magazine. Ou, voilà. C'est ça. Et en gros, ce qui nous intéresse, entre le compte Insta où on reste très vintage, très old school au niveau du porno et très cinématographique, et le podcast où on parle vraiment de la culture d'Internet, on va essayer de mélanger n'importe quoi. C'est pour ça qu'on s'appelle un peu n'importe qui. C'est que tant que ça parle de porno, ça nous convient. Mais c'est vrai que ça nous intéresse aussi d'explorer, de faire le parallèle entre ce cinéma d'un autre temps d'il y a 50 ans maintenant, il y a plus de 50 ans, et aujourd'hui, ce qui est devenu la pornographie avec le podcast, où par exemple, dernièrement, on a évoqué Flash Gordon, qui est un film vintage, mais on a évoqué le tag Stuck, qui est fait hyper moderne, qu'on voit depuis un an. Ça m'a bien fait rire quand même. Juste, est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que c'est le Stuck et la manière dont vous expliquez, et que vous dédramatisez, vous faites aussi une parodie un peu de la pornographie actuelle. Je trouve ça très drôle, ça donne envie de regarder juste pour rire en fait. En fait, le tag Stuck, c'était notre pilote. Ouais. Et on a choisi parce que ça nous faisait beaucoup rire. C'est un tag qu'on voyait beaucoup, notamment sur Instagram. On voyait beaucoup de mèmes, par exemple, avec des filles coincées dans des machines à laver. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait regarder plein de vidéos de stag sur tous les tubes porno, donc Pornhub, YouPorn, sur les internets. Et donc, on fait toutes les deux un petit débrief de toutes les vidéos qu'on a vues. Et ensuite, on essaie d'aller un peu plus dans le fond. Parce que soit c'est rigolo, une vidéo où il y a une fille qui est coincée un peu bêtement, parce qu'il y a toujours un très mauvais jeu d'acteur. Et donc ça, le hashtag stuck, c'est stuck comme coincé en anglais. Stuck comme coincé, c'est coincé physiquement. C'est souvent donc une femme qui est coincée dans une situation. C'est même uniquement des femmes. Et donc, au début, ça nous fait bien rire. Donc, on analyse un peu toutes les vidéos qu'on voit, sauf que dans le fond, on sent qu'il y a un problème, mais c'est vraiment la pure culture de viol. Bien sûr. Et c'est hyper sexiste. Donc, comme on disait, c'est que des femmes qui sont coincées parce que bêtes et qui se font dominer donc par un homme. En plus, souvent, on se retrouve dans un contexte où elle est coincée chez elle, donc c'est souvent un homme de la famille. Donc en plus il y a un jeu d'inceste. Voilà, c'est après il joue sur le fait que ce soit soi-disant le beau-père. Alors voilà, on en parlera dans une émission. Je pense qu'on fera une émission spéciale Step Porn, donc Step qui veut dire fantastique, il y a tout, la belle famille quoi. Ouais. Et qui a un gros qui est souvent en top tendance dans les recherches, les catégories les plus recherchées sur Pornhub. Bah même je regardais un peu les chaînes sur Pornhub par curiosité en me disant voilà, pour les besoins de ton interview, je m'étais dit, ok, je regarde un peu les youtubeurs, les chaînes les plus connues, combien de milliards de vues ils ont, et je regarde Pornhub, ah ben on n'est pas loin. Hein. Et les chaînes les plus vieux qui cumulent mais des milliards et des milliards de vues, c'est souvent des chaînes de step. Très très souvent. De step. Step, ça veut dire beau-frère, beau-père, belle-mère, vraiment la step family, quoi. Et c'est vrai que tu vois, on est parti sur ce tag-là, on a exploré le film Flash Gordon, qui est un film vintage, une parodie de Flash Gordon, pardon, j'ai du mal.
Et on a fait dernièrement... Le tag coronavirus aussi. Oui, ça aussi. Qui est tout récent, qui est arrivé sur les plateformes porno avec le confinement. Qui est un peu d'actualité, si jamais voilà. vous vivez dans une grotte depuis un an. Et en fait, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, nous, c'est le format qui nous intéresse, c'est d'en parler de manière un peu bon enfant, légère, parce que c'est quand même quelque chose, le porno, qui est censé te divertir, te faire du bien, te faire plaisir. Et donc, on voulait en parler de manière légère, sans oublier d'évoquer quand même toutes les problématiques qui passent derrière, parce que ça reste une industrie hyper sexiste, hyper violente aussi au niveau du traitement de certaines actrices. On le sait, il y a pas mal d'articles qui sont sortis. Puis il y a une actualité là-dessus en ce moment, avec Jackie Michel notamment, donc ouais. Ah non, on n'a vraiment pas suivi. Jackie et Michel, alors certains producteurs là qui sont, alors je crois qu'ils sont souvent mais je crois qu'ils viennent d'être inculpés justement pour proxénétisme et viol et violence. C'est étonnant, il y a un livre. Alors j'ai pas toute l'histoire en tête, mais je voilà. Mais il y a un livre qui est sorti justement. Attends, d'Angelo. Mais oui, mais il est sous mon oreiller en ce moment parce que je suis en train de le relire. C'est Lola. Jody et moi. Si tu veux résumer le livre, le temps que je retrouve le titre. C'est une enquête d'un journaliste français qui décide d'enquêter sur le porno qu'on appelle pro-amateur. D'accord. Et comme Jackie et Michel. Et l'objectif final de ce livre, voilà, c'est vraiment de rencontrer les big chiefs un peu de l'entreprise. Et donc, il va suivre différentes actrices françaises qui se lancent dans le milieu ou qui sont dans le milieu depuis peu de temps. Et c'est quand même très dur comme lecture. Et ça s'appelle Judy, Lola, Sophia et moi, et ça a été écrit par Robin d'Angelo. Voilà. D'accord. Aux éditions de la Goutte d'Or. Et c'est un livre qui mettait en lumière un peu tout ce côté. En fait, le truc. Les conditions de travail des actrices, on suit vraiment toutes ces actrices. De manière générale, en fait, la question du livre, c'est aujourd'hui, comme je le disais avant le porno, c'était du cinéma, puis c'est devenu du DVD, puis c'est devenu Internet, et Internet a ramené cette mode qui a un peu démoli le porno, l'image du porno très professionnel et cinématographique qu'il avait avec l'amateur. Donc la question que s'est posée Robin d'Angelo, c'était qu'est-ce que le porno amateur aujourd'hui en France, sachant que par exemple Jackie et Michel, tu vois, c'est de la fabrication un peu artisanale, un peu amateur, et il a voulu rentrer un petit peu dans cet univers-là en allant dans les conventions, en rencontrant des acteurs, en rencontrant des actrices, en s'invitant sur des tournages. Je crois qu'il va même sur des scènes de gangbang, et c'est vraiment d'un glauque, mais c'est hyper glauque. Okay. Mais parce que tu penses que du coup, à l'époque du grand cinéma pornographique, si je puis dire, du coup, ses débuts, les années 60-70, c'était respecté? C'était pas respecté parce que c'était quand même. Est-ce que t'étais pas quand même considéré comme fric entre guillemets à partir du moment où tu travailles dans cette industrie-là? C'est une industrie, quand je parle de vraiment les grandes heures de la pornographie, ça veut dire que tu avais un certain respect dans le milieu, dans la profession. C'était vraiment un Hollywood. Après, je pense que là, voilà, je pense qu'on parle vraiment du porno américain qui s'est développé en Californie, où là-bas, ils essaient de structurer un peu mieux les choses. Mais t'as des agences pour les acteurs, les actrices. Je dis pas que les conditions sont... Aux États-Unis, ils ont des agents, les acteurs et les actrices. Parce que c'est pas considéré comme proxénétisme comme en France. Exactement. Okay. Donc, c'était totalement... Et c'est vraiment une industrie qui, en tout cas là-bas, peut-être moins en France, mais là-bas, se considérait vraiment comme un cinéma à part entière, un cinéma d'auteur. C'est pour ça qu'ils ont développé un peu leur cérémonie, les AVN, un peu l'alternative des Oscars. Pour leurs... Enfin, c'est vraiment un petit microcosme comme ça, un petit monde qui essaie de se développer comme des professionnels et vraiment presque un cinéma d'auteur et indépendant. Est-ce que c'est pas ce qui se passe en ce moment, ces dernières années, notamment avec ce qu'on appelle le porno alternatif, voire féministe? Exactement. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'on les considère comme du porno d'auteur, en fait. Si on va parler vers du porno d'autrice, souvent plutôt. On s'est rendu compte que ça gênait personne d'aller voir l'œuvre de Gaspard Noé en disant mon Dieu, quel film d'auteur, et qu'à côté, quand t'as Le Carré Rose ou d'autres réalisatrices qui vont te faire un contenu similaire et même un petit peu moins, peu plus féministe. Le Carré Rose, c'est Carmina, je crois. Oui, exactement. Ouais. Et tu vois, il y a un problème quand tu vas voir un film d'auteur qui est étiqueté artistique par une grande figure du cinéma, mais que t'as quelqu'un qui reproduit presque l'exactitude en mieux et que tout le monde va ignorer parce que c'est de la pornographie. On s'est dit, il y a un petit souci quand même, c'est pas normal. Il y a vraiment eu un avant-après Internet. On en parle notamment dans le dernier épisode sur Rocco Siffredi. Oui, totalement. Avec le développement du gonzo et des films vraiment sans scénario, très courts, où c'est vraiment les films pornographiques qu'on voit, enfin les petites pastilles en fait porno qu'on voit beaucoup sur Pornhub et autres, c'est que ça dure 10 minutes, c'est du sexe quand même assez violent,
Et moi, j'ai love grandi sex. avec ça, par exemple. Je sais que dans les années 2000, et je pense encore aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve majoritairement. Moi, je pense que j'ai grandi avec cette image-là du porno et c'est pour ça que j'étais jamais allée le voir en fait jusqu'à très tard parce que je pensais que ça allait être que ça et je savais pas du tout que ça pouvait être jusqu'à très récemment que ça pouvait être aussi du cinéma, une histoire et tout. Et c'est dès que j'ai découvert d'abord le cinéma, enfin la pornographie alternative féministe que je me suis dit mais en fait c'est un vrai film, c'est une vraie histoire, des vrais acteurs et c'est pas juste une performance sexuelle et pour moi la pornographie en plus voilà en tant que femme forcément c'est pas forcément on nous le conseille pas, il y a pas une grande sœur qui va nous dire hey t'as regardé ça va être trop cool, tu vas apprendre plein de choses, tu peux en apprendre sur toi et tout, bah non donc et on se partage un abonnement, est-ce que ça existe est-ce que ça existe le gonzo par les femmes ou pour les femmes, tu vois, par exemple? Parce qu'on vous disait justement que le gonzo avait quand même c'est du sexe quand même assez violent et on a l'impression quand même que c'est clairement que pour les hommes, enfin avec un scénar assez classique qui avec clairement de la sodomie tout le temps. Tire les cheveux, on t'écrase la tête. Voilà, la tête dans les toilettes. Enfin clairement, j'ai pas forcément envie d'aller voir, même par curiosité. Enfin voilà. On l'a pas vu d'ailleurs. Je crois être tombée dessus, mais des années plus tôt en fait, ou en tout cas une vidéo similaire avec le même scénario. Donc on parle. Pour décrire cette scène, c'est une scène qu'on évoque dans le dernier épisode sur Rocco, qui est culte, qui est culte dans sa filmographie, où il sodomise une femme qui a la tête dans les chiottes et il tire la chasse d'eau. Voilà. Donc c'est vraiment l'image qu'on a. C'est vrai que c'est une image très restée du porno et c'est ce qu'on a envie un peu de montrer d'un côté avec le compte Insta N'importe Q, où on montre un cinéma des années 70, 60 et 80 qui est fun, qui est fun en fait, qui est artistique. La plupart des films qu'on voit, honnêtement, c'est 25% de cul, 75% d'histoire, d'artistique. Enfin, tu prends des films de science-fiction, il y a des comédies musicales. Voilà, je pense qui par sont exemple. Fun. Bah oui, c'est mon film. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples à la comédie Pays des Merveilles. Je pense que c'est notre coup de cœur. C'est notre gros coup de cœur. Ils ont gardé le même titre. Ouais. Donc Alice tu cherches Wonderland. Porn, Alice tu peux tomber sur le film sans aucun souci. Et comme c'est des films aussi, ce qu'on va peut-être préciser, c'est que comme c'est des films vintage, tu les trouves très facilement sur Internet. Oui. Donc c'est un contenu que tout le monde peut regarder très facilement si un film a plu sur notre compte. Et Alice au Pays des Merveilles, c'est fantastique. Franchement, c'est une vraie comédie musicale. L'actrice, elle est adorable. Les chansons sont bien. Ouais. Elles sont bien écrites. C'est vrai. Vraiment, c'est fun. 2-3 scènes de sexe, mais en plus c'est pas violent comme scène. Ouais. Non. Ils vont baiser, mais c'est assez doux, entre guillemets. Et en gros, c'est Alice qui découvre un peu sa sexualité en allant à travers le Pays des Merveilles. Je crois que la première scène de sexe, est-ce que c'est la fellation avec le chapelier fou ou est-ce que c'est la masturbation d'Alice? Je sais plus, tu vois, il y a tout un truc comme ça et c'est plutôt super intéressant. Vous allez spoiler tout le monde là. Non, mais il y a trop... Non, mais ça c'est que le sommet de l'iceberg. Il y a trop de choses dans ce film. Et c'est une grosse production, en fait, qui sortait beaucoup de comédies musicales porno. Et il y a notamment Cendrillon, qui est aussi très drôle. Très bien. Et en fait, on sent que c'est des films qui se prennent pas au sérieux. Ouais. C'est hyper fun. Et c'est pour ça que les extraits, c'était un vrai plaisir pendant 2 mois de regarder ces films et de trouver des petits extraits pépites avec des dialogues. En plus, en général, c'est quand même très mal joué. Totalement. Donc ça ajoute encore plus de charme. Mais après, ce qui est très intéressant, c'est que quand on parle de vintage, tu regardes 60, 70, ok, il y a du cul, ça reste quand même très artistique. Et plus tu vas vers les années 80, 90, plus tu rentres vers un porno que tu as l'habitude de voir, un peu plus tourné sexuel, un peu plus tourné vers la chose, que vraiment à vocation cinématographique et artistique. Je pense par exemple, enfin, un petit spoil, mais l'un des prochains extraits qu'on va montrer, c'est la parodie porno de Michael Jackson, Thriller. Oui, mais non. Ah si, et franchement... Les chansons sont extraordinaires, t'as un faux Michael Jackson, c'est absolument fantastique, mais tu vas quand même vers un truc qui est un peu plus sexuel avec des scènes, enfin tu vois, il y a une scène de choses avec le loup-garou et tout ça, enfin c'est fun, mais tu vas plus vers une sexualité vraiment mise en avant. Je pense également à, allez, autre spoiler, on va faire Edouard Romain d'Argent, Edouard Penis Hands en anglais, où tu vois que, ok, certes, t'as le côté parodique, mais t'as moins l'artistique, c'est moins travaillé, t'as plus l'aspect un peu cracra porno, mais ça reste quand même fun. Ok. C'est peut-être ce côté années 80, peut-être qui est trop proche de nous, qui a pas le même grain, finalement. Ouais. Même si tu trouves ça n'a pas le charme de l'époque. Totalement. Alors, déménage là, oui, il y a un déménagement, c'est pour ça que je suis rentrée sans sonner. J'ai des nouveaux voisins. Et ben voilà. Mais oui, c'est vrai que d'un côté, t'as ça, et de l'autre, avec le N'importe Q, The Podcast, on essaye un petit peu de dramatiser ce que tout le monde connaît au moins de nom et n'ose pas aller voir.
en leur disant écoutez, si vous voulez pas les voir, il y a pas de souci, nous on va vous dire ce qu'il en est. On vous décrit. Non, mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, enfin, après, j'avais l'impression que voilà, le podcast, non, l'Insta allait très tourné vintage, et que le podcast, là, en le découvrant cette semaine, que ça allait être un mélange, en fait, de vintage et d'actualité, voire de comparaison, enfin, non, ou est-ce que vous allez aller aussi vers l'actualité un peu, enfin, l'actualité, ou du plus récent sur le compte Insta? C'est quoi la stratégie, du coup? La stratégie, pour l'instant, on est très vintage. En fait, c'était aller de pair. On n'avait pas... Pour nous, le vintage, c'est venu assez naturellement. Ouais. Et pour l'instant, on a l'intention de continuer là-dessus parce qu'il y a tellement de films qu'on n'a pas encore vus, même si on en a déjà vu beaucoup. À la base, je me souviens qu'on avait commencé à se disant ouais, on peut faire autour du vintage. Je cherchais des affiches et au bout d'un moment, j'étais en mode mais Mina, mais il y a les films complets sur Internet. On pourrait peut-être carrément les mettre, déclinés en montrant un film, vraiment un extrait et une vidéo. Et on s'est rendu compte que comme de toute façon, c'était pas 100% sexualisé, qu'on pouvait montrer plein de choses qui n'ont aucun rapport avec le fait de faire la chose, ça nous permettait d'avoir un catalogue mais assez monstrueux. Et c'est moi qui m'occupe de faire le stock. Et franchement, avec ce que j'ai à présent, on a de quoi tenir 3 années entières à faire le n'importe qui sur Insta. Ah oui, d'accord. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Et à côté, le podcast, et j'ai perdu le fil de ma pensée également. Où est-ce qu'on allait? C'était quoi En gros, c'était un peu la stratégie entre le vintage et le porno plus actuel. Le n'importe qui, en fait, le principe, c'est qu'on va parler un peu de ce qu'on a envie de parler. Et on va parler un petit peu d'actualité. Genre, on a parlé de coronavirus. Au moment où il y avait le confinement qui revenait, c'était vraiment par un concours de circonstances. Mais on va parler vraiment de ce qu'on a envie de parler au moment. Ouais. Si on voit qu'il y a une actualité, on va sauter dessus. Force de la liberté, et selon les tags qui nous intéressent, on n'hésite pas à bouleverser notre agenda des thèmes de l'émission pour changer. Merci la couvre. On a plus de temps. D'abord, c'était merci le confinement, maintenant c'est merci le couvre-feu. Voilà, là, ça tombe. En plus, là, par exemple, on va commencer à rentrer un petit peu dans le moment du podcast où on va commencer à faire venir des invités. Oui, bien sûr. Parce qu'à la base, on voulait essayer d'avoir un invité à chaque fois, mais au début, ça a été un petit peu compliqué. C'est ça, puis nous, c'est la première fois qu'on fait un podcast aussi, donc on avait aussi besoin de se roder, de prendre un peu le temps de développer notre projet, de voir ce que ça donnait. Donc maintenant, on se sent plus en confiance et c'est vrai qu'on a l'intention d'accueillir une 3e personne pour parler cul avec nous. Régulièrement, autant qu'on peut. Et le but avec accueillir cette 3e personne, c'est de prendre quelqu'un qui va faire à peu près le même travail que nous et qui n'est pas forcément issu du milieu porno, vraiment quelqu'un, pas de lambda, mais quelqu'un qui a une certaine reconnaissance sur les réseaux sociaux, dont on va apprécier le contenu. Et qui pourrait être pertinent selon un thème d'épisode, et de voir avec cette personne, ok, toi t'en as pensé quoi, toi qui n'as pas forcément autant l'habitude de nous de te poser des questions. C'est ça, qui connaît moins le porno que vous, par exemple. Qui connaît peut-être d'une autre manière, mais qui va se poser les mêmes questions que nous et va apporter un petit grain de folie. Oui, en fait, pour l'instant, on ne veut pas inviter de professionnels du milieu du porno, parce qu'on veut aussi s'adresser à des gens qui n'en consomment pas forcément, ou vraiment de très loin, mais qui ne sont pas des consommateurs réguliers de pornographie. Donc c'est important pour nous d'en parler comme des... Oui, en tant que spectatrice comme tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Okay. Sachant que nous, dans la vie de tous les jours, on n'est pas non plus des énormes consommatrices. On en parle, et c'est souvent... C'est par période. Ouais, c'est par période, c'est sûr. Pendant le confinement, on en parlait dans notre épisode, mais pendant le confinement, forcément. Mais vous... Ce qui est intéressant dans le podcast, c'est que vous parlez évidemment, vous parlez sans gêne de vous, de ce que vous regardez et tout, et tant mieux. Et en plus, c'est normal, c'est un peu votre but de montrer que c'est pas gênant de regarder du porno et tout. Mais est-ce que vous êtes posé la question jusqu'à quel point, on va parler de nous, parce que ça peut aussi être intime ou vous en fichez complet. Et c'est le but, libérer la parole là-dessus aussi, quoi. Alors, peut-être commencer par Mina, qui en réalité ne s'appelle pas Mina, mais dont nous ne révélerons pas l'identité ici. Oui, je garde un pseudonyme parce que parler sexualité avec le nom et le visage découvert, ça peut être compliqué, et j'ai pas envie de, pour l'instant en tout cas, avoir ce poids sur moi. Et l'avantage d'avoir un pseudo, c'est que ça me permet aussi d'en parler librement sans trop me poser de questions et craindre quelque chose derrière. Donc moi, j'ai pas de problème à parler de mon expérience vis-à-vis de ma sexualité, vis-à-vis de ce que je consomme ou pas. Je pense au contraire que c'est comme ça qu'on permet aux gens en face de se libérer, et eux aussi de se dire ah ouais, non, j'avoue, moi aussi j'ai regardé ça. Donc au contraire, moi j'ai pas de problème à en parler. Je pense que c'est comme ça qu'on en parlera tous sans Et tu penses que sans pseudo, peut-être t'auras un peu plus de mal, normal. Oui, je pense. En tout cas, comme j'ai pris un pseudo dès le début, je me suis jamais posé cette question, mais
j'ai toujours su que je parlerai de mon expérience parce que je pense que c'est important Bien sûr. pour les auditeurs d'écouter aussi ce qu'on a à dire là-dessus. Ok. T'as raison. Pour ma part, je suis en total bas les couilles. Donc, je m'appelle vraiment Jade. J'assume ça à 100%. Et, Je suis une flippette, moi. mais non, t'es pas une flippette, c'est pas ça. Mais toi, il y a aussi une raison professionnelle qui est autre. C'est que Mina a travaillé pour une certaine entreprise qui aime pas vraiment que ses employés travaillent dans des milieux un peu sexuels, dont on ne citera pas le nom, mais qui est très connu de tous. Et voilà, elle aimerait bien y retourner un jour. Et donc... Voilà, c'est une protection normale. C'est normal. Assez basique, mais qui était indispensable. Enfin, qui est normal, malheureusement. Oui, voilà, en ce malheureusement, moment, quand on parle l'instant. de sexe, c'est compliqué et on est très vite étiqueté là-dessus et ça peut nous fermer des portes, malheureusement. Bah, moi, ça m'a pas fermé de porte, mais c'est ce qui se passe un petit peu, c'est que je suis vraiment en mode OSEF sur la manière dont j'ai d'aborder la sexualité, même si j'en parle pas tout le temps. C'est vraiment, si j'ai l'occasion d'en parler, j'en parlerai un petit peu, si je vois que la personne en face de moi est à l'aise. Mais en tant que telle, je suis pas une énorme consommatrice non plus de porno, c'est juste que je suis très curieuse de nature et que dès que je me pose une question, je commence à devenir monomaniaque et à explorer ça jusqu'à ce que j'en puisse plus et que je connaisse tout sur le sujet. Et du coup, ce qui fait que j'ai la chance en fait de travailler du coup dans le milieu de l'animation, qui est un sujet assez ouvert, enfin qui est un environnement assez ouvert d'esprit, avec des gens très artistiques, avec des gens qui parfois dessinent des pin-up toute la journée ou qui peuvent dessiner des femmes à poil. Enfin, tu vois, c'est un milieu très artistique et très ouvert d'esprit. Ce qui fait que moi, dans mon environnement professionnel, j'ai déjà dit que j'avais fait un podcast. Enfin voilà, on me dit, tu fais un podcast? Et je dis, oui, je parle de la culture porn. Et à chaque fois, c'est vrai que j'ai un peu le truc où la personne tic en face de moi, elle se dit, ah ok. Ah, bon, d'accord, super. Même dans le milieu de l'animation, des jeux vidéo, c'est ok. La plupart du temps, ça dépend en fait. Là, c'est là où tu vas te rendre compte. Moi, je me rends compte de la personne que ça intéresse vraiment et des personnes qui ont posé cette question par politesse parce que j'en ai qui écoutent le podcast et qui aiment vraiment et qui sont vraiment fans. Et j'en ai d'autres où, voilà, parler de pornographie, c'est pas tout le temps bien vu. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est une certaine vision des années 2000 avec la pornographie qui est. Que pour certains, ça peut pas être cinématographique. La culture porn, c'est juste des femmes qui se font marteler du matin au soir sur des petites vidéos vraiment sales. Et quand j'essaie d'expliquer, ça débloque certaines pensées, mais il y a toujours une image de moi, ou même quand je fais des dates ou des choses comme ça, quand je raconte ça, ça donne une certaine image de moi en mode « Ah, tu parles de sexualité? Ah, mais ça veut dire que t'aimes bien la chose » ou alors « Oh, bah... » D'accord. Ouais, après, il faut rappeler qu'on peut parler de sexualité ou s'intéresser au sujet de manière parfois très scientifique, sans parler de cul, en fait, enfin, parler de cul, de parler de soi, quoi. C'est ça, c'est que moi, ce que j'essaie d'expliquer aux gens qui me rembarrent un peu en me disant que je suis une femme, que voilà. Dépravée. Voilà, dépravée et qui n'a aucune limite sexuelle. Je leur dis, écoute, voilà, moi, je travaille dessus en tant que journaliste, j'essaie de m'intéresser à la chose, je vais pas faire comme toi et en parler sans rien en connaître. Donc, au bout d'un moment, soit tu t'y intéresses, soit tu fermes ta gueule et tu restes dans ton coin, quoi. Désolée, c'est très violent, mais ça m'agace, quoi. Bien c'est sûr. Vrai qu'en parlant comme ça, en fait, nous, on en parle vraiment hyper librement, notamment avec nos amis parce qu'ils savent que c'est un sujet qui nous bloque pas du tout. Mais dès qu'on sort un peu de ce cadre-là, de notre entourage à nous, on se rend quand même vite compte que tout le monde n'est pas prêt à en parler. Est-ce que vous avez reçu des remarques, que ce soit de proches ou même, je sais pas, de gens qui vous suivent sur Insta, qui vous suivent sûrement pour de mauvaises raisons, mais même qui vous suivent vraiment parce que ça les intéresse, mais un post qui les a gênés, ou est-ce que voilà, vous avez déjà eu des discussions? Pas pour l'instant. Après, on est au lancement quand même du podcast. On a lancé en septembre, donc c'est assez récent. Non, mais sur le compte Insta, sinon. Le compte Insta, là, c'était une question on a toujours fait très attention à ce qu'on publiait sur le compte Insta. Tu vois, même les citations, les extraits, à pas mettre des choses offensantes. Parfois, il y avait des citations un peu féministes. Voilà, on essayait vraiment de faire le minimum, de pas se faire striker par Instagram. Jusqu'à présent, on s'en sort très très bien. Tous nos extraits, on va tout flouter dès qu'il y a on floute énormément non plus, quoi. Non, mais bon, ça arrive. J'ai pas vu que vous aviez flouté. En fait, on rajoute des petites pêches au sein ou au sexe. Ah oui, oui. Quand il y en a. Mais vraiment très peu. Et on s'est pour le moment, on s'est jamais fait emmerder pour le moment parce que je pense que Instagram, il y a quand même une communauté autour de la sexualité positive et du développement sexuel assez importante et assez bienveillante. Donc pour le moment, on a la chance de ne pas s'être fait emmerder. Parce qu'on est aussi qu'à nos débuts, on n'est pas non plus hyper célèbre pour l'instant. Oui, puis vous avez Après, ça risque d'arriver pour l'instant. Après, il y aura les coquilles. Voilà. Mais pour le moment. Voilà, on vient de se lancer, idem pour le podcast. Pour le moment, mais non, on n'a jamais eu de commentaires désobligeants. Et je pense qu'honnêtement, même le jour où on en aura, moi, ça va me faire ni chaud ni froid, quoi. À voir, une fois qu'on est face à ce genre de commentaires ou de remarques. Tu sais, c'est les gens, ils parlent. Tu vois, sur Internet, en fait, il y a tellement la déjà, être deux, ça aide aussi à supporter les remarques, je pense. Vous n'êtes pas sur Twitter? Non.
Est-ce que ce serait possible, ne serait-ce que pour mettre en avant votre travail sur le podcast ou même sur le compte Insta en fait? C'était un objectif, on en a créé un pour avoir le compte. Je pense qu'on va finir par y être, notamment, mais il y a beaucoup de gens en plus dans le milieu de. C'est ce que je me suis rendu compte à la fois. Et pareil, je me suis dit, mais ça va être beaucoup plus violent si je le mets sur Twitter. C'est plus facile sur Twitter de poster des vidéos porno, ils strikent pas, ils floutent pas, donc c'est il y a beaucoup de contenu pornographique qui tourne aussi. C'est exactement ça. Et on pense qu'on finira par aller dessus. Pour le moment, c'est aussi, et c'est très con, mais une question de temps. Ce qui fait que l'Insta, tu vois, ça nous prend énormément de temps à gérer, même si on s'y prend en avance et qu'on publie tout, on publie des mois à l'avance, on a toute notre chaîne de programmation. Il y a quand même le podcast à gérer à côté. Nous, on fait un travail qui est assez conséquent pour préparer le podcast. On vient avec des feuilles de notes à chaque truc qu'on balance pendant la séance. C'est quand même assez conséquent. C'est vrai que là, déjà, l'Insta, on essaie de le gérer comme on peut, mais tu vois, on n'est pas hyper réactive ni pour le moment, enfin, on essaie de prendre encore le pli au niveau du rythme. C'est ça, je pense que c'est mais après, chacun a son rythme, quoi, aussi, et ça fonctionne très bien comme ça aussi. Comme on a des professions qui sont assez intenses, enfin, moi, avec mon travail, je termine la plupart du temps autour de 20h, 21h, et je cours partout toute la journée. Mina, je sais que toi aussi, c'est très pas forcément être réactif tout de suite, et on aimerait, en vrai, on aimerait beaucoup, mais bon, pour l'instant, on est encore dans un moment où on essaie d'agencer tout ça au mieux, mais ça va venir. Mais oui, bientôt sur Twitter. Totalement. Et est-ce que vous pensez, enfin là vous parlez justement de l'aspect bienveillant et un peu aussi éducatif qu'on peut avoir sur Insta, sur la sexualité. Est-ce que vous pensez que et vous avez vu, sinon est-ce que vous connaissez des pornos ou des productions qui vont dans ce côté-là, genre un peu t'apprendre ta sexualité ou t'apprendre des choses sur ce que tu peux faire ou des nouvelles pratiques? Est-ce que vous en connaissez dans le porno? Ouais. Ou est-ce que vous pensez, alors 2 questions, est-ce que vous pensez que ça peut avoir ce rôle? Et ensuite, est-ce que vous en connaissez? Déjà, est-ce que ça peut avoir ce rôle? Totalement. C'est dans le sens où tu vas sur Pornhub et tu peux regarder des centaines de tutos de meufs qui vont t'apprendre à te masturber, qui vont te guider. T'as aussi tout ce qui est auditif, je pense à Vox, à Cox. Bien sûr, de Olympe de G. Exactement, qui vont t'apprendre un petit peu à comment te toucher ou à comment explorer ta sexualité. Tu peux trouver des tutos sur Pornhub. J'avais vu le tag instructionnel. Exactement. Qui est aussi mis en avant dans le livre de Jouissance Club, qu'elle remet de temps en temps en avant, donc c'est plutôt pas mal. Mais plein de choses, tu vois, c'est très con, mais comment mettre un préservatif. J'avais vu une très célèbre drag queen que je suis qui était sur Pornhub en train de faire des choses comme ça. J'étais en mode waouh, c'est génial. Voilà, des femmes qui vont t'apprendre à faire une fellation si ça t'intéresse. T'as vraiment un aspect en fait, si on n'y pense pas, parce que c'est pas. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est pas les vidéos qui vont remonter sur ta page porno. Donc il faut les chercher, donc il faut déjà être dans une démarche. Oui, voilà, il faut déjà être dans une démarche de recherche d'apprendre. Voilà, et déjà, tu te dis, c'est pas sur Pornhub que tu vas apprendre. Après, Pornhub avait lancé sa propre plateforme d'éducation. Oui. Je sais, j'ai pas cherché plus que ça, je sais pas ce que c'est devenu, si c'est vraiment utilisé. J'en ai entendu parler dans un reportage, je crois, mais je suis pas, je l'ai pas trouvé après directement. Après, il faut que ça aille de pair avec l'éducation sexuelle. Mais c'est ça, en fait, ma question, c'est... Quand on se penche sur l'éducation sexuelle, ce qui revient souvent, c'est que la première source d'éducation, c'est le porno. En tout cas, pour les garçons. Parce qu'ils y vont très tôt et ils apprennent plein de trucs là-dedans, et parfois ils y vont vraiment pour découvrir une pratique. J'ai déjà entendu des garçons dire pour mon premier cuni, clairement je suis allée voir comment ça se passait sur Pornhub, parce qu'on leur donne pas d'autres outils. Mais bon, à la limite, tant mieux, déjà il est pensé à dire comment je vais faire ça, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est comment tu vas faire ça, tu vas tomber sur une vidéo de Rocco Siffredi. Le problème, c'est que tu peux tomber sur tout et n'importe quoi, c'est ça le problème. Bien sûr. Mais pour la sexualité, moi je sais que j'ai commencé à apprendre un peu sur la sexualité grâce à un hentai. Les hentai, ce sont les mangas japonais qui sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est sexualité. C'est vraiment des choses comme ça. C'est avec un manga qui s'appelle Step Up Love Story. Et qui est la Bible, qui était considérée dans les années 2000 comme la Bible du sexe. Et en gros, tu suis dans ce manga juste un petit couple qui découvre la sexualité avec leur première nuit et leur vie. Et c'était génial parce que ça te montrait tout, tu vois, t'avais pas de gros plans sur des tubs, c'était vraiment très simple. Et ça t'explorait tout, et il y a genre 40 ou 50 tomes, et t'explores tous les aspects de la sexualité à travers. C'est génial parce que pour moi, et pourtant, voilà, je suis franco-japonaise, mais je suis pas du tout experte non plus sur la pornographie au Japon, qui est une grosse industrie, clairement. Et que ce soit aussi en animation, en manga et les hentai, que tout le monde connaît au moins de nom. Mais pour moi, les hentai, tu vois, c'est les seuls que j'ai pu voir, qu'on m'a montré, et je suis pas encore allée voir vraiment, en mode exploration, investigation. C'était violent, quoi.
pareil, je pense que j'ai la même image qu'à l'époque du porno, un peu des années 2000. Les animés et le hentai en tant que manga, c'est pas du tout la même chose. Il y a quand même deux cultures différentes. L'animé, c'est venu beaucoup plus tard. Et voilà, on donne une exclusivité, mais le prochain épisode sera sur l'Aigao. Okay, donc, qui est un visage... qui est un terme japonais pour définir une expression de visage. Je sais pas si on dévoile un peu plus. C'est le visage et Ae, c'est... gémissement, apparemment. Gémissement, ouais. Ok, ça va être un caractère que je connais pas. Et en gros, c'est un phénomène qui est beaucoup revenu. Ce qui nous a fait nous intéresser à ça, c'est que c'est beaucoup revenu en principe grâce à TikTok. Ah, mais oui, les challenges. C'est les nanas qui tirent la langue, qui les yeux un peu exorbités, qui louchent, et avec la bave qui dégouline, qui est un peu une expression du visage de la jouissance, voilà. qui est censée représenter la jouissance d'une femme. Mais tu vois, ça c'est quelque chose qui s'est développé énormément avec le manga et qui est venu, qui est arrivé ensuite dans les animés, qui est venu ensuite dans le vrai porno, même occidental, et c'est ça qui nous intéresse aussi. Mais tout ça pour dire, le porno hentai manga et hentai animation, c'est deux choses différentes. Le manga peut être aussi hyper violent, mais l'animé, tu passes dans des... Voilà, c'est aussi plus violent parce que tu vois, c'est pas juste des images à plat dessinées sur un manga sans son, c'est aussi, t'as tout le son avec les petites japonaises qui gémissent comme pas possible, avec les bruits de tentacules qui font... Donc voilà, c'est un autre environnement. Mais c'est grâce à ce hentai qui est vraiment très sain, qui est vraiment tout mignon et vraiment qui n'a aucune autre prétention à être dégueulasse. C'est vraiment éducatif. Donc, d'accord. Et qui n'intègre pas, par exemple, les fameux tentacules dont tout le monde a l'image. Jamais. C'est vraiment des gens de tous les jours qui découvrent leur sexualité, qui découvrent la fellation, qui découvrent la pénétration, qui découvrent les rapports entre hommes, entre femmes. Et c'est même très con. Je me souviens d'un chapitre qui évoquait la forme des seins. À un moment, l'héroïne, elle va dans les onsen, les bains japonais où toutes les femmes sont nues. Et elle voit qu'il y a plein de tailles de seins et plein de tailles de tétons différents. Et elle se pose la question. Et tu vois, c'est plein de choses comme ça. Et t'as plein d'exemples dessinés en mode, oui, mais tu vois, les tétons, ça peut être petit, ça peut être un peu plus rond, ça peut être un peu plus long, ça peut être de plein de couleurs différentes. Il faudrait faire un épisode particulier sur le rapport à la sexualité au Japon et au corps qui est tellement plein de contrastes, notamment avec, on voit la nudité très tôt, très jeune, mais c'est devenu de plus en plus puritain d'une autre manière. Et tout, avec une grosse industrie du porno de l'autre côté. Est-ce que vous allez, par exemple, si vous faites cet épisode du coup sur les hentai, etc., expliquer cette origine des tentacules et de tout l'univers de la mer, parce qu'on me le demande très souvent, dès que je dis que je suis pas franco-japonaise et qu'en plus maintenant je m'intéresse à la sexualité, etc., et même si j'ai quelques références, je suis pas encore capable de tout à fait bien l'expliquer de manière très historique et très précise. Est-ce que je pense que tu as plus de culture que moi là-dessus. De toute façon, on va l'expliquer maintenant. Dans le podcast. Non, mais je veux pas spoiler votre épisode. En soi, faudra aller l'écouter de toute façon. Mais... Pour le moment, on n'a pas prévu de faire un épisode là-dessus tout de suite. Donc je pense qu'il va y avoir aussi un épisode sur les tentacules. On peut faire un indispensable sur les tentacules. Mais en gros, si tu préfères, c'est surtout venu avec le rêve de la femme du pêcheur, qui est une estampe qui est très connue, avec une femme qui est en train de se faire... trifouiller l'abricot par une pieuvre. Et en gros, ça a été gardé, c'est juste à la base d'une pièce artistique parce que c'est très sexuel, les tentacules ça rappelle énormément le pénis. Et qu'il y a une grosse censure au Japon, notamment des organes génitaux. Et moi j'avais aussi ce côté, les origines avec le shintoïsme et le fait que le Japon soit des îles et que en fait, comme dans le shintoïsme, toutes toute représentation de la nature finalement et tout être vivant, que ce soit un végétal ou un animal, est considéré comme potentiellement Dieu vivant sur Terre. Et du coup tout l'univers de la mer évidemment est très représentatif dans l'art, représenté dans l'art au Japon et notamment dans les estampes érotiques. Donc moi j'avais ça aussi, mais dans les estampes il y a ça qui a été représenté, mais ça a été réadopté par le hentai et le porno de manière générale pour une autre raison, qui est qu'au Japon le contenu pornographique il était facilement accessible, mais il était censuré. Ça veut dire que tout ce qui était pénis et vagin, c'était soit mis, t'as des grosses barres de censure dessus, soit blotté. Et comment est-ce que tu vas faire pour montrer un objet ou quelque chose d'aspect phallique sans le censurer? Tu fous des tentacules. D'accord. Parce que ça a l'aspect d'un pénis, t'as pas besoin de le censurer vu que c'est pas un organe sexuel, et tu peux y aller quoi. Donc tu vois des femmes qui sucent ouvertement des tentacules, et comme c'est pas un pénis, y a pas besoin de censurer. Donc en fait ça te fait une sorte de remplacement d'un pénis grâce à la tentacule. C'est comme ça que ça c'est vraiment j'adore l'ironie, c'est bon, ça respecte les règles en fait, donc ça passe. Oui, c'est exactement ça, et c'est la raison pour laquelle on voit énormément de tentacules. Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup pour cette explication. De rien, avec plaisir. Ok, et du coup c'est quoi la suite, est-ce que vous avez des ambitions particulières avec N'importe Q, en plus du podcast et du compte Insta?
Est-ce que il y a des invités que vous aimeriez bien avoir? Est-ce que, enfin, peu importe. Non, mais je me dis, c'est fait pour ça. Enfin, j'ai pas encore une énorme audience, mais bon, autant peut-être partager. Enfin, si vous voulez. Hein, non, mais... bah oui, nous, il y a pas de souci. Après, au niveau du n'importe qui, nous, on a ce rêve, c'est d'aller sur la scène d'un événement qui s'appelle Nanarland. Le Nanarland au Oh Grand là là. Rex, qui a lieu tous les... fois par an. en Une fois automne, en par an. septembre. Malheureusement, qui n'a pas lieu cette année. Bien sûr. Et qui Et, est un c'est une nuit. festival, voilà, en fait, une nuit pendant laquelle tout se passe au Grand Rex. On va regarder des nanars toute la nuit. Mais vraiment Voilà. des films, tout le monde se marre, c'est bon enfant, c'est franchement le meilleur événement cinématographique de Paris, je trouve. C'est ça. Et comme c'est long, une nuit, tu vois, ça commence à 20h et ça se termine à 7 ou 8h du matin. Et pour réveiller un peu les gens, en fait, déjà, entre chaque film, il y a des petits quiz et des fois des quiz un peu sur des nanars sexuels. Parce que tout ce qui est pornographie un peu vintage, c'est souvent rattaché aux parodies porno. Et c'est très fun. Et à la fin de la nuit. À la toute fin, voilà, on 7 a heures du matin. les fameuses bandes annonces de cul qui sont D'accord. diffusées, En grand qui écran. ne sont pas censurées, en grand écran, donc vraiment le grand écran du Donc, Grand pouvoir Rex. voir la pornographie Voilà. au cinéma. Et Quoi. c'est fabuleux. Fun, c'est Ça fun. s'appelle du cul. Et donc, c'est des bandes annonces vintage complètement loufoques qu'ils ont trouvées. Enfin, notamment, je me souviens d'une bande annonce porno avec Hitler en marionnette qui masturbait Ça allait beaucoup une jeune trop loin. mademoiselle. Mais ça va beaucoup trop loin. Mais c'est très très drôle. Et c'est quelque chose, on aimerait bien pouvoir faire une sélection pour eux. Franchement, je pense que ça nous ferait vraiment marrer de pouvoir, avec tout le matériel qu'on a maintenant et notre connaissance, de pouvoir faire ça. Surtout que le porno vintage, ça s'assimile C'est quand vrai même que ce beaucoup serait au nanar. incroyable. Ouais. Ouais, Et- tu vois, genre Driller, j'y pense, mais voilà. Driller, Mais du coup, vous, enfin là, c'est peut-être pas exactement la même approche, mais il y a aussi le Porn Festival de Berlin et qui vient de se finir Totalement. cette semaine ou la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'on a équivalent en France? Enfin, un petit peu. Alors, on a je le sais festival pas, du film de fesses. Ouais, c'est ça. D'accord, Voilà, évidemment. exactement. Le FFFF, mais qui est très très cool et qui est un festival qui existe depuis quelques années seulement, qui a lieu au Reflet Médicis. Oh là là, j'ai peur de dire une connerie, mais qui a lieu à Paris et qui explore un peu un cinéma d'auteur un peu érotique. Plutôt érotique que pornographique, mais vraiment érotique. J'ai l'impression qu'en France, on veut toujours se cacher derrière le mot érotique. Bah ouais. Oui, c'est un petit peu comme, Parce que c'est comme dark, les BD, je par comprends. exemple. On va dire, comment on appelle ça? Tu sais, BD, c'est pas vendeur. Les gens, ils ont l'impression que c'est pour les enfants. Du coup, à la place, on dit un livre graphique. Un roman graphique. Un roman graphique. Roman graphique au lieu de BD. Bah, pour moi, c'était deux érotique au lieu choses de complètement porno. différentes, tu vois, roman graphique Ça et reste- BD, mais Ça reste ouais, ça C'est surtout dépend. une étiquette pour rendre Bien la sûr. chose un petit peu plus intellectuelle. Adulte, ouais, entre je suis guillemets. d'accord, un peu plus masqué la plumesque. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est totalement ça. Mais ouais, en fait, on n'a pas vraiment d'équivalent en France. Et c'est vrai qu'on reste plutôt. En plus, tu vois, la France, c'est le pays du cinéma. C'est le pays du Festival de Cannes. C'est le pays de plein de. C'est de Godard, de Rohmer, de la Nouvelle Vague. Et c'est vrai que c'est des auteurs qui ont fait un cinéma qui était assez sexuel, qui interrogeait les relations femmes et hommes autrement, par-delà les sentiments, grâce à la sexualité. Et c'est vrai qu'on est resté un petit peu dans cette envie de garder ce côté très érotique et non pornographique de la chose. Enfin, tu vois, Gaspard Noé, Love, que j'évoque très souvent. Je me souviens également, j'ai été au Festival de Cannes et j'avais vu un film qui était Mademoiselle de Park Chan-wook. Ah, j'ai toujours pas vu. Qui est extraordinaire, que je conseille puissance 1000 si vous ne l'avez pas vu. Et qui Ouais, montre explicitement des relations homosexuelles entre deux femmes lesbiennes. Et je me souviens, quand j'avais été à cette séance, la moitié de la salle s'est barrée. La moitié, vraiment, de la salle s'est levée. Mais est-ce que là, du coup, elle s'est barrée à cause de la sexualité explicite, à cause des femmes, à cause de... Honnêtement, un peu de tout. C'est que, tu vois, c'est des très belles scènes. Gaspard Noé, ils sont moins levés, c'est ça? Ouais, c'est... Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en France, on n'est pas un pays puritain, pourtant. Bah ouais, c'est ça. Et bah tu moi, vois, j'ai l'impression qu'on l'est de plus en plus, finalement. De plus en plus, ouais. Enfin, plus j'explore ce sujet, plus j'ai l'impression qu'on l'est, en fait. D'accord, ouais, parce qu'on a quand même, au contraire, une image de gens hyper libertins. Et c'est ça qui est encore... la France, hyper c'est... paradoxal. nous, les Français, nous sommes des libertines. Voilà, donc, c'est ça. C'est très spécial, mais... Il suffit de voir Emily in Paris où ils font tous Ah des ouais, plans à trois. Tellement. Et tous les maris trompent leurs femmes, mais leurs femmes leur donnent leur accord. Enfin bref. C'est ça, c'est assez fun. Et c'est ça, c'est en France, on a cette vision vraiment très d'auteur, mais faut que ça reste de l'érotisme. Hein. Faut pas... Même si tu vois des pénis, tu vois des vagins, c'est de l'érotique. Hein, c'est quoi la de limite peut-être, on va peut-être pas finir sur une question de vocabulaire, mais bon, tant pis. La différence entre pornographique, explicite, érotique, selon vous? Selon vous, il n'y a pas de... je pense qu'en vrai, un contenu est pornographique quand le sujet de ton film, c'est déjà le sexe, un rapport sexuel, et que ce rapport sexuel n'est pas flouté. Tu vois, mais en même temps, t'as envie de dire, regarde Gaspard Noé... Qu'il n'est pas simulé Love. Ouais, mais c'est ça, tu vois, c'est là, j'ai envie de te dire, Gaspard Noé, Love,
c'est l'histoire d'un couple à travers leur sexualité avec des scènes de sexe montrées. Donc là, tu dis, où est la limite? Bah en fait, lui, je me souviens il me semble qu'il présentait son film comme c'est une vraie histoire d'amour. Avec ce qui se passe dans une vraie histoire d'amour, c'est-à-dire quand même très très souvent, ce n'est pas platonique, il y a des relations sexuelles dans une rencontre, dans une histoire d'amour, et encore plus ou pas, ça dépend des couples, mais à ses débuts. Et peut-être l'intensité de ces relations sexuelles parce qu'on apprend à se découvrir, etc. Et moi, j'aimais bien cette présentation des choses. Après, la manière dont c'est filmé, et enfin, je suis désolée, en plus, je l'avais vu au cinéma en 3D, je ne sais pas pourquoi. Exactement, et la tu vois, j'ai pas eu l'honneur d'avoir en 3D, une éjaculation faciale en 3D, avec vraiment un zoom sur cette éjaculation. Là, tu peux te dire, est-ce que c'est pas la pornographie? Parce que tout l'intérêt est plutôt l'événement physique qui se passe, même si on peut y faire des interprétations artistiques, etc. derrière. Mais là, on parle plus de l'histoire d'amour, là, en fait. Du coup, je Après, sais les plus, frontières je suis sont très un peu confuse. floues. Ça dépend aussi du média, je pense. C'est-à-dire qu'au cinéma, on va jamais diffuser un film pornographique. Et il est passé au cinéma. Il est passé au cinéma. Ouais, voilà, donc, parce que c'est Gaspard Noé aussi. Parce que c'est Gaspard Noé. C'est pas n'importe qui. Regarde aussi, je pense à Lars von Trier avec Nymphomaniac. Oui. C'est la même chose. C'est vrai. Mais toi, il y a une histoire, en fait. C'est comme tu justifies que c'est l'histoire. Il n'y a pas de gros plan non plus sur les organes ça. sexuels. Et quand je pense que moi, ça, c'est un facteur de. Et quand on regarde des films vintage pour le n'importe qui, tu vas retrouver le même style d'histoire. Tu vas retrouver déjà Emmanuel, par exemple. Emmanuel, qui a été un film de son époque, qui a bouleversé le paysage cinématographique français. Mais il n'est pas considéré comme pornographique. Non, il est érotique. Il est même sur Netflix. Oui, maintenant. Il est passé sur Netflix il y a un mois. Et tu vois, c'est des films comme ça où t'es en mode, tu vois des rapports sexuels ouvertement, tu vois des organes génitaux, tu vois des choses, mais ça reste du cinéma. Alors, quelle est la différence avec ces films pornographiques d'une autre époque qui montraient exactement la même chose? Même nous, on n'a pas forcément la réponse à cette question parce qu'elle est vraiment très complexe. Est-ce que le pornographique serait pas clairement réfléchi à but masturbatoire? Contrairement à l'érotique. Regarde, il y a plein de gens qui se sont masturbés juste sur un poster. Bien sûr, tu peux te masturber sur tout ce que tu veux, mais est-ce que le porno aurait plus cet objectif dès le début plus qu'un film érotique? Je sais pas. C'est pour ça que je pense qu'on revient sur le média aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait les cinémas porno, donc c'était les films pornographiques pour effectivement juste te donner envie de jouir. Enfin, l'objectif final d'un film porno, c'est l'orgasme. Bien sûr, mais après, tu vois, je pense à des films, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les comédies musicales comme Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, et plein d'autres films qu'on a vus toutes les deux, où j'étais en mode, tu te masturbes pas devant un film comme ça. Même Flash Gordon, tu vois, devant Flash Gordon, tu ne te masturbes pas. C'est des films vraiment fun qui tournent autour de la sexualité, qui sont très comédie-sexe, mais tu ne te masturbes pas devant des films comme ça. Et ce sont des films pourtant ouvertement pornographiques. Tu vois, c'est là qui étaient diffusés dans les salles de cinéma, d'ailleurs, Alice au Pays des Merveilles. Il a fait des chiffres assez monstrueux. Ils ont eu un succès en salle absolument incroyable aux États-Unis. Tu vois, c'est là où, en fait, même nous, on se pose la question et je pense qu'on va l'explorer et peut-être qu'on va réussir à trouver des bribes de réponses au fur et à mesure du podcast N'importe qui. Mais pour le moment, ça reste super compliqué, quoi. Après, j'ai l'impression que ça dépend aussi d'un pays à l'autre. La limite est complètement floue selon la culture qu'on a sur la sexualité en général, quoi. En France, t'as aucun souci à mettre des meufs à poil sur les pubs des Galeries Lafayette. Par contre, pornographie, t'en parles pas, quoi. C'est vrai pareil, aux États-Unis, c'est puritain, mais tu vois, ça les dérange de parler de pornographie. Par contre, c'est la plus grosse industrie du après, sexe. Le clip WAP, il te fait des milliards de vues sur YouTube, quoi. Tu vois, c'est très paradoxal. Et WAP, tu sais, c'est Cardi B et Megan Thee Stallion, qui est vraiment très, très, très cool. Bon son, d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup cette chanson aussi. Et, tu vois, et la musique, ça te parle de la cyprine et du fait de mouiller lors d'un... de la sexualité féminine qui est vraiment mise sur le devant de la scène aujourd'hui. Les paroles, elles sont crues. WAP, c'est Wet Ass Pussy. Donc, tu vois, c'est pas rien. Et à côté, ils sont très puritains. Et c'est comme tu l'évoquais au Japon, voilà, ils sont très coincés. Je crois qu'un couple sur deux n'a plus de rapport sexuel au Japon une fois marié. Tu vois, il y a une explosion du nombre de célibataires. Oui, mais par contre, j'écoutais la dernière fois, alors je crois que ça s'appelle Relations sans frontières ou quelque chose comme ça, un nouveau podcast qui explore justement Relations internationales, pardon. Et ils ont fait un épisode sur le Japon où ils expliquaient, alors je sais pas à quel point c'est généralisé, enfin généralisable sur les couples, mais que en fait finalement le couple était pas inconsciemment, mais sans vraiment le dire, ouvert à aller avoir sa sexualité à l'extérieur, mais ça ne remettait pas en couple en question le couple. Je pense que la prochaine fois que je retourne au Japon, je vais faire des petits sondages autour de moi, même si c'est toujours difficile d'avoir des réponses, mais parce que à la fois ça m'étonne pas et en même temps je suis pas sûre de pouvoir le généraliser, mais mais moi aussi ça m'a beaucoup étonnée parce que j'avais vraiment cette image déjà Japon, pour moi c'est vraiment la plupart des gens sont célibataires et ça m'a étonnée de voir, en fait ils interviewent un ou deux couples qui sont ensemble depuis un moment,
qui ne couchent plus ensemble, mais qui vont chacun voir ailleurs avec l'accord de l'autre, en fait. Ouais. Et c'est vrai que ça du m'a... libertinage, en fait. Oui, mais C'est ça m'a un une peu vision surpris du- parce qu'on a une image du Japon avec une sexualité assez traditionnelle. fermée et traditionnelle, donc... Bien sûr, et à côté, ils ont développé une industrie du sexe Oui. qui est absolument incroyable. Qui est elle monstrueuse. Elle est ouais, incroyable. c'est Tu peux pas trouver ça ailleurs. tout Et ce qui est très propose. tournée aussi, c'est horrible, mais vers la pédophilie, Ouais. vers la pédopornographie, Culture avec du les viol, lolicones, ouais. les lolicones, des choses comme ça. Le lolicone, c'est vraiment tout ce qui est pornographique avec des jeunes filles, très jeunes filles, Ouais. pour ne pas dire petites filles dedans. C'est assez incroyable. Et je vois que Mina m'avait offert un livre qui était les objets érotiques et pornographiques du Ah, Japon. tu l'as, mais génial. Et il est Laetitia. génial. Et il y a genre des Ouais. centaines de jouets que j'ai découvert, des centaines de choses. Genre, tu peux avoir des liquides qui sont censés avoir l'odeur d'une jeune lycéenne. Bah, t'as la mode des culottes salies qui sont vendues. Bah, t'as plein de trucs. le sex shop le plus grand, l'un des plus grands sex shops du monde qui fait 7 étages à Akihabara à Tokyo. Et quand je suis allée, j'ai voulu aller tout en haut comme pour n'importe quel building et puis descendre petit à petit les étages comme ça, Mhm. voilà. Sauf qu'en fait, les 2 derniers étages étaient bloqués pour les hommes. J'ai pas eu le droit, je me suis fait rejeter, Ah bon on m'a repoussé dans Tu veux dire comme ça, l'ascenseur. tu veux dire C'est bloqué dingue. pour les femmes, tu veux dire c'était Non, c'était vraiment interdit à l'entrée. réservé aux hommes. Voilà, réservé aux hommes. Tu sais ce qu'il y a en haut Pour ils m'ont fait comprendre, mais j'ai même pas eu le temps de gueuler et de demander, quoi. J'étais tellement surprise que du coup il y a que mon copain qui est allé voir et qui m'a raconté un peu ce qu'il y avait, et en gros il y avait quasiment tout ce qu'il y avait sur les autres étages, mais en plus il y avait les poupées gonflables, et Ok. notamment les poupées gonflables qui ressemblent très clairement à des enfants, dingue. ados voire enfants. Et enfin j'avais vu une affiche, je crois dans l'escalier ou l'ascenseur, de ce style de poupées gonflables, et ça m'avait un peu choquée, et j'ai commencé à lire un peu des interviews sur cette industrie-là des poupées gonflables assez voilà, jeunes. Voilà, au Japon, certains constructeurs disent que c'est aussi pour empêcher justement Oui, la de passer à pédocriminalité l'acte. Bien sûr. et empêcher de passer à l'acte. Bon, après, voilà, faut se faire son avis dessus, il faut réfléchir. Mais voilà, c'est assez particulier. Je sais pas trop quoi en penser. Mais outre par contre les poupées gonflables, moi ça m'a vraiment choquée de me dire mais quoi, j'ai pas le droit d'y aller, je suis Bah ouais, bloquée. t'en as déjà, les Enfin poupées là c'est gonflables. hyper sexiste, et je vois pas pourquoi ça se trouve une femme aurait envie d'utiliser une poupée Bah, gonflable. parce que j'ai envie de te dire, ça existe pour les femmes, les poupées gonflables existent aussi pour les femmes. Donc Voilà. il y a un moment. Donc il y avait c'est ça, très et étrange. puis il y avait ce côté, oui, mais les hommes vont être gênés d'acheter certains trucs devant les femmes. Et ah bon, les femmes vont pas être gênées, il y a pas d'espace. Alors encore, il y aurait eu un espace réservé pour les femmes. Oui. J'aurais accepté cette différenciation des sexes, à peu près. Mais là, il y en avait que pour les hommes, donc ça m'a vraiment énervée. Mais bon, je suis au Japon, donc j'arrête de m'énerver. et puis après, en fait, non, c'est la même chose. Et il y avait aussi ces fameuses culottes de lycéennes sales, ou soi-disant. Non, c'est ça, les distributeurs aussi à sextoy. Enfin, Mm. t'as en fait une sexualité qui est très cachée et montrée comme traditionnelle, mais en fait derrière, c'est des gros cochons. Hein. J'ai envie de te le dire, c'est tout ce qu'il a inventé, c'est assez extraordinaire. C'est à chaque fois que t'évoques que souvent le Japon et la sexualité, tu sais pas dans quoi tu vas mettre les pieds, t'es pas prêt. T'es vraiment, même nous, des tags. Il n'y a sur, pas d'équivalent en plus. Bah ouais, mais même sur Pornhub, tu vois, moi Ouais. j'ai vu des émissions de jeux de télé-réalité au Japon. Oui, les Faut téléréalités qu'on fasse un porno, épisode il y en a dessus, pas mal. mais c'est ouf, quoi. C'était jeux Ah, mais j'ai télévisés, hâte que vous fassiez ça. Ah oui, les jeux télévisés, Ah c'est ouais. infini. Enfin, c'est même pornographique, quoi. Ouais. Enfin, c'est Oui, des non, mais bien dingueries. sûr, ouais. C'est des Mm. dingueries. Donc on n'a pas fini d'en parler, et c'est vrai que c'est des choses qu'on aimerait, par exemple, on pensait les tentacules, on aimerait trop Les faire tentacules, ça oui, ça, avec Monsieur Poulpe, oui, tu vois, ça- des choses comme ça, c'est Juste pour la joke. voilà. Il a en plus fait l'émission Crac Crac. c'était Oui, lui, oui, ouais. exactement. Oui, en Ok. plus, il aime bien parler sexualité, donc, Donc ça y devrait est. aller. Ok, bon, je vais pas vous embêter plus longtemps. Juste dernière question, je sais pas si vous allez être inspiré. On dit souvent que la pornographie, la sexualité, c'est ce qui s'accapare les nouvelles technologies. Donc voilà, la VHS, les DVD, Internet, même le Minitel avant ça. La sexualité et la pornographie s'en emparent très très vite, et souvent on permet aussi que ça marche. C'est quoi vous l'imaginez comment le futur, l'avenir de la sexualité, voire surtout de la pornographie du coup, puisque c'est notre sujet? Comment est-ce que c'est la VR? On en a beaucoup parlé, Ouais. mais on l'a pas trop vu. Est-ce Ça que fait- c'est autre ouais. chose? Voilà. Surtout que la VR, ça fait très longtemps qu'elle est en place et j'ai l'impression qu'il n'y a Bah, jamais eu un gros C'est boom. ça, la VR, les objets connectés. Je ouais. pense franchement, les sextoys connectés, ça peut être. En fait, Oui. tu vois, c'est Les sextoys, ouais. voilà, le fait que tu regardes un porno et que tu as un sextoy connecté au porno qui puisse être raccord avec ce qui est en train de se passer à Avec l'écran. les sextoys connectés pour les camgirls, par exemple. Exactement, Ouais. exactement. Je pense que ça peut être super intéressant et très révolutionnaire. Je sais pas s'il y en a déjà. Je pense que oui, si je le sors, c'est que ça doit exister, que je l'ai vu Des quelque sextoys? part. Ouais. Ah oui, bien sûr, C'est ça, ça pour le coup. connecté ouais. entre couples, mais tu vois, vraiment connecté à un média. Tu vois, pour moi, oui. c'est vraiment la next step, Ben c'est là, de pour, faire un film ouais. vraiment où tu as ton sextoy connecté et il se passe exactement la même chose que ce qui se passe à l'écran.
et le jeu vidéo. Pour moi, c'est le jeu vidéo, c'est-à-dire mais comment de qualité. Ah ouais, ça existe. Il y a des trucs de qualité. Oui, mais alors ça dépasse pas les frontières. Des jeux vidéo érotiques. Enfin, non, enfin, c'est-à-dire par exemple. Des jeux érotiques. Je me souviens d'un jeu japonais où en gros, tu pouvais faire ce que tu voulais. Oui, avec une femme. Voilà, c'est tu touches, tu fais ce que tu veux, et tu peux explorer plein. En fait, tu vois, c'est comme un porno, mais c'est toi qui diriges la scène, quoi, si tu préfères. D'accord, ok. C'est un peu ce genre de choses, et t'as plein de jeux un peu storytelling avec plein d'éléments porno dedans. Moi, je t'avoue que ça m'intéressait de faire du Twitch dessus jusqu'à ce que je découvre que c'est pas possible vu que c'est censuré et que je peux pas montrer ce genre de médias. Donc peut-être sur Pornhub. Mais franchement, ouais, je dirais jeux vidéo et sextoy connecté, vraiment un média pornographique que tu es en train de regarder. J'espère aussi le développement un peu plus du porno féministe. Ouais, bah, c'est de ouf. Et qu'il soit plus accessible. Alors je sais que c'est compliqué parce que en fait tous les sites de porno féministe sont payants. Et c'est vrai qu'on peut pas tous se le permettre, surtout quand à côté t'as Pornhub et t'as tous les autres tubes qui sont gratuits, mais juste t'as du porno mainstream hyper violent et machiste. Qualité, quoi. C'est pas la même qualité, mais quand t'as pas le budget, c'est vrai que pourquoi pas un Netflix avec ouais, c'est vrai, un Netflix avec tous les bonnes prods. Mais c'est vrai que dès qu'il faut mettre l'argent sur des vidéos, comme ça fait 20 ans qu'on grandit avec du porno accessible, dès que t'as un portable et que t'as 10 ans. Ouais, mais pourquoi Dorsal fonctionne si bien alors qu'ils fonctionnent en payant, tu vois? Ouais, c'est dommage aussi. C'est une question. Regarde Pornhub aussi Premium, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'un Netflix du porno, je pense que ça peut être une super bonne avancée. Peut-être pas tout de suite, mais ça commence, là, ça devrait arriver bintôt, le moment où les femmes seront prêtes parce que là, la cible principale sera sûrement les femmes, mais aussi les hommes, j'espère, à payer pour leur Netflix, leur premium de qualité, quoi. Ouais. De toute façon, c'est toujours ce qui est paradoxal avec le porno, c'est que tu vois, personne ne regarde, mais il y a des milliards de vues sur Internet, il y a plein d'abonnés, t'as des millions de gens qui en consomment tous les jours, mais personne ne regarde officiellement. Donc moi, je crois en fait en un Netflix un petit peu du porno. J'ai envie d'y croire, où tu vois du bon porno. Mais tu vois, où tu retrouves des films comme ceux qu'on fait sur n'importe qui, et des films comme les films féministes qui sont faits par Le Carré Rose ou autres productions de qualité. Mais pour le moment, c'est pas encore ça. Je pense que même la société, de manière générale, n'est pas encore assez ouverte. Non, je pense pas. Ah, ils sont pas prêts. Non. Franchement, ils sont pas aussi... En fait, c'est pas qu'ils sont pas prêts. Ouais, mais pour le porno, ils ont toujours été prêts. C'est juste qu'ils sont pas prêts à le dire. Après, voilà, si le service existe... Oui, à l'assumer. C'est ça. Ils sont pas prêts à assumer, de dire, bah écoute, j'ai pris mon abonnement à mon Netflix porno, voilà, pas de souci, quoi. Tu vois, c'est quelque chose, en plus, comme c'est quelque chose qui se consomme en solo, je pense que t'as un public beaucoup plus... aussi bien... En fait, je pense que ça te fait un public aussi large que restreint dans le sens où c'est quelque chose que tu vas consommer en solo. Donc, tu vas payer en solo, tu vas pas avoir d'abonnement familial. Tu vois ce que je veux dire? Et comme tu dis, c'est la société, c'est pas qu'elle est pas prête à consommer du porno, c'est qu'elle est pas prête à l'assumer. Elle est pas prête à le dire et elle est pas prête à le montrer, même sur son compte en banque. C'est très con, mais c'est vrai. Ouais. Donc, ouais, peut-être vers un Netflix du porno, j'espère que ce serait cool. Bon, appel à projet, ok. Voilà, appel à projet. Super, bah merci beaucoup, on va finir là-dessus. Et bah, merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a autant plu qu'à moi. Toutes les références et personnes mentionnées sont en description de l'épisode. Si j'en ai oublié, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à me le faire remarquer. N'oubliez pas d'aller suivre le compte Instagram N'importe Qui et les très nombreuses références mentionnées. Comme je vous disais, franchement, il y en a pour tous les goûts. Je pense donc que ça vous donne de quoi vous occuper, surtout en cette période de confinement. Si vous avez aimé cet épisode, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram Talk-du-8 Univers parce que c'est là que vous avez toutes les infos sur les anciens, les nouveaux, les prochains épisodes du podcast, mais également notre activité sur notre concept store Talk Univers où vous avez plein de petites choses pour vous occuper, pour vous pendant le confinement, plein de petites choses qui libèrent la parole autour de la sexualité parce que c'est ça notre but avec le podcast et avec le store, si vous aviez pas remarqué. Voilà, merci encore et à très vite.